Et à mes côtés pour en parler, Sacha Rein-Gevertz, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous présidez l'Union des étudiants juifs de France. Que reste-t-il des questions posées il y a 10 ans après le meurtre de Ilan Halimi? D'abord, la question essentielle qui avait été posée au moment de l'affaire Ilan Halimi, c'est celle de reconnaître qu'il y a malheureusement un retour de l'antisémitisme en France. Je crois qu'il y a eu un avant et un après Ilan Halimi. Puisque avant 2005, on nous disait, alors que nous avions alerté sur le nombre de graffitis, d'insultes, d'agressions, etc., qui commençaient à reprendre dans les campus, dans les rues, qu'il y avait une résurgence de l'antisémitisme. Et on nous disait partout, c'est fini, c'est des vieilles histoires, c'était la guerre. Et puis, il y a eu mort d'homme. Il y a eu ce garçon qui a été kidnappé parce qu'il y avait ce préjugé si tenace que les Juifs auraient plus d'argent et qu'on pourrait donc le rançonner et que sa communauté allait donner de l'argent. On va y revenir d'ailleurs sur ces préjugés, mais ce que vous dites finalement, si je comprends bien, c'est que ce meurtre fut, selon vous, le point de départ d'une nouvelle ère. Oui, je crois qu'il y a eu une vraie prise de conscience. Au départ d'une vague d'actes antisémites. La vague d'actes antisémites, elle avait commencé à démarrer doucement et de plus en plus intensément à partir des années 2000, jusqu'à arriver à son niveau terrible actuel, puisque en 2015, il y a eu plus de 800 actes antisémites en France. Et autrefois, lorsqu'il y avait cette vague d'actes antisémites, c'était relié à une actualité, par exemple à une actualité au Proche-Orient. Cette année, il n'y a pas eu d'événements significatifs là-bas, et pourtant, on a eu une vague d'actes antisémites qui a culminé avec les tueries de janvier à l'Hypercacher. Quand on sait ce que l'on a vécu, je dis on, c'est la France, ce que la France a vécu, ce que les Juifs ont vécu depuis globalement 2012, depuis la tuerie de Mohamed Merah, l'Hypercacher, les attentats de janvier et ceux de novembre, on peut imaginer, enfin en tout cas avoir cette impression que le meurtre d'Ilan Halimi, c'est un peu de la préhistoire, pardonnez-moi l'expression, mais on a l'impression qu'on a complètement changé d'air depuis ce fait divers atroce. C'est vrai, parce qu'il y a eu une violence encore plus intense. Je pense notamment à des enfants, à Arié Sandler, à Gabriel Sandler, à Myriam Monsonego, qui avait 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui ont été assassinés d'une balle dans la tête par Mohamed Merah. Je pense à Johan Cohen, à Yoav Attab, qui ont été assassinés par Koulibaly dans l'Hypercacher. Et puis je pense aussi à tout cet antisémitisme du quotidien, qui se manifeste en particulier sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est le harcèlement sur Twitter qui a fait que, par exemple, un présentateur télé comme Arthur a quitté Twitter parce qu'il était harcelé de messages antisémites. Ou bien à toutes ces vidéos publiées jour après jour et mises en avant sur Facebook, sur YouTube en particulier, et qui ne sont enlevés par les chaînes qu'après un travail intense des associations. Iriez-vous par conséquent jusqu'à dire que l'on est dans une régression totale sur le front de la lutte contre l'antisémitisme? Je crois qu'il s'est passé deux choses. Il y a de fait une banalisation de l'antisémitisme et un socle des préjugés qui reste tenace. Et ces préjugés, on les a mesurés, puisque nous avons commandité Effectivement, vous avez commandé un sondage. Tout à fait. Je dis vous, c'est l'Union des étudiants juifs de France que vous présidez. Avec SOS Racisme et avec l'IFOP. Et on observe qu'il y a un socle de préjugés qui reste très fort, et je pense en particulier aux préjugés sur les juifs et l'argent, qui avaient été à l'origine... C'est ce que j'allais dire, ça a une résonance toute particulière, parce qu'à l'époque, le chef du gang des barbares avait tenté d'extorquer une rançon à la famille d'Ilan Halimi, qu'il supposait riche car de confession juive. On en est toujours au même point aujourd'hui, selon vous, ou pas? Que disent les chiffres alors? Mais paradoxalement, en même temps que ces préjugés qui restent tenaces, eh bien, on voit qu'il y a eu quand même un effet de prise de conscience, puisque 2/3 des Français, une grande majorité de Français, connaissent cette affaire Ilan Halimi et savent ce qu'elle représente comme symbole dans la question des préjugés qui peuvent tuer. Et puis au-delà de ça, on voit aussi dans ce sondage des choses intéressantes, notamment le fait que l'antisémitisme est un phénomène qui est mieux compris. Il y a beaucoup de gens qui expriment le fait que les Juifs servent de bouc émissaire et qu'il est extrêmement important que les Juifs puissent avoir une place en France, qu'ils puissent vivre dans ce pays. Et ça, c'est des choses que l'on ne constatait pas il y a quelques années. Je vois une vraie prise de conscience de la part de la société civile, beaucoup de messages, de témoignages de solidarité qui font que l'on peut aussi avoir de l'espoir et s'accrocher sur ces choses-là. À propos d'espoir, vous me tournez la perche. Quel regard portez-vous sur l'initiative de nos invités de 22h30, Michel Serfati, le rabbin de Ris-Orangis, et Coco T'inquiète, le rappeur, qui se sont associés pour créer un morceau qui s'adresse principalement à une certaine partie de la jeunesse, peut-être celle de banlieue, une partie de la jeunesse de banlieue, entendons-nous bien, pour justement tenter d'écarter tous ces préjugés qui restent dans certains esprits et faire en sorte qu'on aboutisse à une forme de sérénité nationale. Oui, je trouve que c'est une super initiative. Puis après, tout le monde peut écouter du rap. Je crois que c'est pas que ça s'adresse à une population en particulier. Mais en tout cas... C'est pour reprendre leurs propos à eux. Non, mais tout à fait. Et on a vu aussi dans ce sondage que plus les gens fréquentaient des personnes d'origine juive autour d'eux, moins ils avaient de préjugés. Et on a même vu d'ailleurs que chez les jeunes, les préjugés étaient moins forts. Ce qui montre que le travail de transmission et de pédagogie fonctionne. Et
C'est ce qu'on fait au quotidien. Nous allons dans les écoles, nous intervenons avec un programme qui s'appelle Coexiste avec les militants de l'UEJF et de SOS Racisme, où nous essayons de déconstruire la mécanique des préjugés. Et moi, je crois que, eh bien, avec ce travail de terrain, avec ce travail de dialogue et de rencontre, eh bien, c'est comme ça qu'on pourra faire avancer les choses, essayer de faire baisser les préjugés et de faire en sorte que, eh bien, les gens vivent les uns avec les autres. Les initiatives individuelles sont-elles plus efficaces que les initiatives que pourrait prendre l'État, par exemple? Je crois qu'il faut que tout puisse s'articuler. C'est très important que Mais est-ce que l'État... vous pensez que ça n'est pas assez? Alors, moi je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au niveau sécuritaire, c'est bien, c'est important. Mais je crois que si on n'a pas de politique plus volontariste, en particulier dans les quartiers difficiles, où on investit dans le travail d'éducation, eh bien on aura constamment eh bien, des retours de bâton. Alors je vois que la DILCRA en particulier a lancé énormément d'initiatives, et je trouve que c'est très intéressant, mais je crois qu'il est vraiment fondamental eh bien, de relancer tout le travail d'échange, parce qu'aujourd'hui on est dans une société qui se ghettoise, qui se communautarise. Les gens ne savent plus vivre les uns avec les autres. On parle de communauté d'ailleurs. La communauté musulmane, la communauté juive, c'est peut-être aussi la faute des médias, en partie. Mais le fait est qu'il y a des communautés aujourd'hui en France. Oui, il y en a, mais dans chacune de ces communautés, il y a tellement eh bien, de tendances, de sensibilités différentes, qui fait que si on enferme les gens dans une image en particulier, alors on les réduit à un préjugé. Et alors, du coup, le juif devient riche, radin, l'arabe devient telle chose, le noir devient telle chose. Or, les identités, elles sont complexes. Et donc, il faut illustrer cette complexité, montrer que chacun a des origines, des histoires, des trajectoires différentes et que on ne peut pas enfermer les gens dans des catégories. Merci beaucoup, Sacha Ringueritz, d'avoir été notre invité. Avançons.